Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des hélicoptères militaires, des défis qu'ils rencontrent dans la foulée de la guerre en Ukraine et de l'avenir de leur usage, j'ai le plaisir de recevoir une habituée du podcast, Isabelle Dufour, directrice des études du cabinet de conseil Eurocrise, au sein duquel je vais juste dire que vous avez pas mal travaillé sur cette question des hélicoptères, sans forcément préciser pour qui et pourquoi. Donc bonjour et bienvenue Isabelle. Bonjour Alexandre, merci. Et c'est une émission en partenariat avec le laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, que j'ai donc le plaisir de co-animer avec Élie Tenenbaum. Bonjour Élie. Bonjour Alexandre. Je vais rappeler rapidement le concept. Le LRD traite chaque année un certain nombre de sujets et de thèmes dont vous faites soit des études, soit des séminaires dont on parle régulièrement ici. La dernière étude qu'on a évoquée, c'était celle sur la transparence du champ de bataille, soit des épisodes du collimateur quand on trouve que c'est un sujet qui se prête à un format de dialogue et de discussion comme celui d'aujourd'hui. Alors, pour placer un peu les choses, je vais dire que l'idée, c'est vraiment quelle est l'actualité et l'avenir pour les hélicoptères militaires et notamment les hélicoptères de combat. On reviendra sur toutes les différentes catégories d'hélicoptères. Dans un contexte de retour d'expérience de l'Ukraine où on les a quand même beaucoup vus partir au tapis, notamment dans les premiers temps de l'invasion russe. Et une illustration typique de ça et de ce que ce retour d'expérience a fait, c'est le fait que l'US Army a débranché il y a quelques mois maintenant, en janvier, son futur programme d'hélicoptères d'assaut, avec très clairement cette justification de s'interroger sur l'utilité de ce type d'appareil quand on se prépare à des guerres de haute intensité, où manifestement la survivabilité de ce type d'appareil sur la ligne de front est pour le moins mise en question. Mais donc, pour comprendre où vont les hélicoptères militaires, il faut se demander d'où ils viennent et comment ils s'organisent au sein de cette grande famille. Et là, il faut toujours dire que c'est toujours épatant, en tout cas ça ne m'épate toujours, et pourtant je le sais depuis un moment, à quel point c'est récent, cet usage de l'hélicoptère. Ce que je veux dire, c'est que vu la centralité de l'appareil pour la mobilité militaire, et même la mobilité en général, on a toujours plus ou moins l'idée que c'est plus ou moins contemporain de l'avion, peut-être légèrement postérieur. Or, pas du tout. Alors on peut toujours remonter très loin pour le principe si on veut, à des croquis de Léonard de Vinci, tout ça. Mais fondamentalement, des hélicoptères qui fonctionnent et qui sont utilisables, c'est une invention d'après la Seconde Guerre mondiale et même, disons-le, des années 50, Isabelle Dufour. Oui, c'est ça. En fait, les premiers hélicoptères, pas les Girondines, ça naît à peu près au même moment que l'avion, à quelques années près. Mais c'est très compliqué à mettre au point. Parce que... En fait, pour revenir un peu sur les bases de l'aviation, en fait, sur un avion, la portance elle est assurée par les ailes. C'est-à-dire que vous avez un filet d'air qui passe au-dessus de l'aile et un filet d'air qui passe en dessous, sur l'extrados, sur l'intrados. Comme la courbure de l'aile fait que l'air n'a pas la même trajectoire en fait, sur l'intrados et sur l'extrados, ça aspire l'avion. Donc contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'avion il n'est pas porté. On parle de portance, mais en fait c'est plutôt de sustentation qu'on devrait parler. C'est-à-dire c'est le vide d'air, la dépression d'air au-dessus de l'aile qui aspire l'air vers le haut. Voilà, et sur un hélicoptère, eh ben, c'est le même principe, sauf que la portance et la poussée, ce qui le propulse, c'est assuré par le même matériel, c'est une pale en fait. Et donc ça provoque des problèmes de stabilité parce que comme vos pales elles sont en rotation, ça provoque un effet de couple. C'est-à-dire, en gros, si vous laissez votre hélice tourner et qu'il n'y a pas de mécanisme pour contrer cet effet de couple, ben, votre hélicoptère il va tourner très très vite en sens inverse. Quoi. C'est logique. Et vous allez vomir assez rapidement, puis voir même des choses plus compliquées par la suite. Vous allez vous casser la figure, je pense, parce qu'il y aura un problème de stabilité. Donc pour ça, il y a plein de dispositifs qui ont été testés. Et c'est qu'en 39-40, en fait, que Igor Sikorsky, qui est un personnage qui a une vie assez incroyable, qui était alors émigré aux États-Unis. Juste le dire rapidement, c'est un Russe né à Kiev, qui s'est barré au moment de la révolution. Oui, c'est ça. Qui a soutenu... Bref, qui n'était pas un grand bolchevique, qui a fini par partir aux États-Unis. Il a eu la nationalité américaine. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'il a développé toutes sortes d'avions. Oui, il a monté son entreprise Sikorsky en 1923, qui a été rapidement absorbée, mais il a continué en tant qu'ingénieur en fait, à développer des systèmes. Alors des hydravions et aussi de la voilure tournante, on va dire en général. Et j'ai appris que le premier rapport pour son entreprise lui avait été fourni par Rachmaninoff, le compositeur qui lui avait filé $5,000 en cash pour qu'il monte son entreprise. Bon investissement. On peut mentionner d'ailleurs qu'aujourd'hui, je crois que l'aéroport de Kiev est encore appelé Sikorsky. Oui, absolument.
pas. Pourtant, vous êtes allé à Kiev il n'y a pas si longtemps. Mais vous n'y êtes pas allé en avion. C'est vrai. Non, mais alors, c'est très intéressant. Donc, en fait, il y a ce problème de la vis qui tourne dans un sens, donc il ne faut pas que l'hélicoptère tourne dans l'autre. Et du coup, il y a tout un tas de solutions différentes qui sont... Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on est encore dans l'éventail de ces solutions. Alors, on peut faire tourner une autre hélice dans l'autre sens, donc les deux effets s'annulent. Absolument, en contrarotatif. Et ça marche bien. Donc soit sur deux pas différents, en fait, c'est-à-dire deux potences, en fait, déportées, comme sur le Chinook, avec son comment dire, son... Mais ouais, c'est-à-dire il faut qu'il y en ait deux qui tournent dans... Soit ça peut être l'une sur l'autre, soit elles sont séparées dans l'axe, ou même perpendiculaires à l'axe. L'une dans l'autre, en fait. Ou l'autre solution, et celle qu'on voit le plus dans la génération qu'on voit voler aujourd'hui, c'est d'avoir une autre hélice qu'on appelle un rotor de queue vertical, donc dans l'autre sens, qui lui va servir à stabiliser. La plupart des hélicoptères que vous voyez aujourd'hui, c'est ça. Par contre, la plupart des hélicoptères qui arrivent demain, notamment on en reparlera, mais les hélicoptères militaires, etc., ils travaillent plus ce concept de deux hélices qui tournent dans des sens différents sur le même axe. Mais on y reviendra, mais en tout cas, voilà, il y a des problèmes techniques qui se maintiennent pendant assez longtemps, et du coup le premier pas de fiabilité, c'est, disons, à l'orée des années 50, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, dans les années 40, ça se développe quand même avec ce rotor de queue. Et donc, il devient possible d'avoir à la fois les qualités de l'avion, en termes il est possible de s'affranchir du terrain, en fait, mais aussi de voler extrêmement lentement, voire sur place, et d'avoir une précision de vol qui est intéressante. Alors, le problème, c'est l'emport, parce que du coup, du fait de cette portance spéciale et de la motorisation qui est nécessaire, qui est assez importante, vous ne pouvez pas emporter autant que dans les avions de l'époque. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça va se développer pour tout un type d'usage très varié, mais notamment, je me tourne vers vous, Élie, parce que je peux rappeler que c'était votre domaine de recherche. À la base, c'était votre thèse. C'est d'ailleurs pour en parler que vous êtes arrivé la première fois dans le collimateur dès les tout premiers épisodes. Mais ça va plaire assez rapidement aux armées, notamment occidentales, pour faire notamment de la contre-insurrection. Alors, il va y avoir un peu d'évacuation sanitaire au début dans la guerre de Corée, mais là où ça va être tout de suite vu comme un game changer énorme et considérablement utilisé, ça va être notamment pendant la guerre d'Algérie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant avec les hélicoptères, c'est que c'est une arme, en tout cas dans la manière dont les armées l'utilisent, qui va remonter progressivement pour s'approcher de la ligne de front. Au départ, c'est vraiment une arme de soutien, effectivement soutien SAN, en particulier pour donc sanitaire pour les évacuations. Ça devient progressivement une arme d'appui pour l'observation et surtout pour la mobilité. C'est là qu'on va le voir dans la contre-insurrection, et c'est quand même que plus tard que ça deviendra une arme de manœuvre et de combat au sens de combinaison de la manœuvre et du feu. Mais Isabelle, peut-être là-dessus, peut-être commencer sur la partie soutien, parce que finalement c'est au début comme ça qu'ils arrivent sur les opérations, avec ces dimensions soutien santé. Oui, effectivement, sur la guerre de Corée comme sur l'Indochine, en France, c'était plutôt, c'était pas des opérations de combat, effectivement, pas en première ligne. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les armées de l'air respectives, françaises et américaines, voyaient pas trop l'intérêt, en fait, des ventilateurs. Et alors que l'armée de terre, elle l'avait bien perçu, parce que justement, c'était au plus près de la manœuvre terrestre. Alors que les aviateurs, eux, voyaient ça comme un système compliqué, peu fiable, vulnérable aussi, du fait de la faible vitesse des hélicoptères. Il y a une limite en fait intrinsèque du fait des propriétés de vol de l'hélicoptère qui fait qu'un hélicoptère ne pourra jamais en fait dépasser. Ce qui pose tout de suite d'ailleurs un sujet institutionnel, organisationnel et bureaucratique de l'hélicoptère comme un sujet de tension interarmée pour savoir à qui qui est le client, qui est le bénéficiaire et surtout qui est l'utilisateur et qui organise là-dessus. Est-ce que justement on a des modèles différents où ça va jouer quand même beaucoup sur la fonction, évidemment. Les armées de l'air, finalement, vont plutôt utiliser les hélicos dans ces fonctions de soutien et d'appui, là où l'armée de terre va être... les armées de terre, les forces terrestres en général, vont avoir une vision peut-être plus engagée. Et il faudra parler de la marine aussi, qui pense ces hélicoptères
un peu plus tardivement. Plus tardivement, ouais, parce que le milieu maritime est assez compliqué pour les hélicoptères. Il est assez abrasif. On l'a vu même avec les problèmes récents du NH90, des problèmes de corrosion. Et les problèmes liés à la météo en fait, font que c'est encore plus compliqué pour les marins. Même si ça représente pour eux l'atterrissage vertical une capacité qui est évidemment très intéressante, quoi. Mais on peut dire, c'est dès le début, donc en France, on sait peut-être que la plupart des hélicoptères de combat, c'est la LAT, donc l'aviation légère de l'armée de terre. L'aviation légère de l'armée de terre, c'est créé en 1954. Donc c'est-à-dire c'est vraiment très tôt absorbé par l'armée de terre, et notamment on peut mentionner, c'est pendant la guerre d'Algérie, tout le monde y voit un intérêt très rapide, notamment dans le cadre des grands plans, le plan Chal, etc. Mais on n'a pas besoin de mettre... mais par contre, si un colon est attaqué par des félagas, on peut y aller rapidement, et comme ça assurer une sorte de quadrillage du territoire. Ouais. Donc on parlait de la fonction soutien, donc d'abord évacuation, ça c'est plutôt l'Indochine, on le voit, les Américains l'utilisent en Corée, même si en Corée ils commencent pour la première fois, je crois que c'est avec les Marines, à des idées de déplacer des troupes pour de la manœuvre, mais fondamentalement, c'est ce que disait Isabelle sur l'emport limité fait que en fait ça va surtout être utilisé pour transporter un blessé, le ramener, et éventuellement faire aussi de l'observation d'artillerie. Et on a des nouveaux systèmes qui apparaissent au milieu des années 50. Effectivement, on cite Sikorsky, il y a Piasecki aussi. Qui sont des firmes toutes les deux américaines qui vont financer qui vont faire des joint ventures en fait avec des boîtes françaises au moment de la guerre d'Algérie. C'est créé sous licence, c'est Sud Aviation je crois en France qui fabrique ça, et donc le fameux H-55 qui commence déjà à ressembler à un futur Chinook en fait, qui va être utilisé un peu comme un taxi par notamment les parachutistes comme forme de réserve générale. Et donc effectivement l'idée c'est on fait la course, on fait la gare aux bandes insurgées du FLN, et à un moment où on les coince, on va utiliser l'hélicoptère pour leur couper la route et les prendre à revers. C'est sur cette question en fait du soutien de l'appui-feu que les armées de terre et de l'air s'écharpent en fait aux États-Unis comme en France. Aux États-Unis en 48, la question du CAS, du Close Air Support, était vraiment tendu entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Et donc il y a eu les accords, donc il y a eu des négociations, et les accords qu'on appelle les accords de Key West en 1948, qui séparent en fait les attributions de qui doit faire du CAS, dans quelles circonstances et dans quel type de manœuvre. Donc ça, c'est la séparation entre les armées, des répartitions des missions. En fait, de tâches. Tout ce qu'ils veulent ne va pas forcément à l'US Air Force, mais il y a quand même un arbitrage qui est fait, quoi. C'est ça, ouais. Et cette question-là, aux États-Unis, elle reste... même jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle reste posée. En France également, en fait, la question de la répartition. Et ça a été un gros problème, en fait, dans la conduite de beaucoup de programmes de l'US Army, où l'US Air Force leur disait, mais attendez, mais ça, on le fait très bien. Par exemple, au moment du développement du programme Cheyenne, à partir de 65, qui était abandonné en 72, l'Air Force avait mis vraiment tout son poids institutionnel pour empêcher ce programme, parce qu'elle était en train de développer l'AX, un avion de soutien rapproché qui viendra célèbre. Ça deviendra l'A-10, qui est le fameux avion dont on connaît le Thunderbolt, et qui finalement doit être retiré tout le temps, mais ne l'est pas, parce que c'est une capacité qui reste unique en fait dans l'armée de l'air américaine. Mais on peut dire, il y a un grand moment aussi qui devient un peu iconique pour ça, c'est évidemment le Vietnam. Alors, notamment parce qu'il y a cet hélicoptère qui devient complètement iconique, c'est le Huey. Alors, pour tout le monde, c'est évidemment ceux qu'il y a dans la scène de la chevauchée des Valkyries de Apocalypse Now.
Et on voit, repassez-vous la musique et la scène, mais on voit que c'est des hélicoptères qui ont quand même un peu de capacité de transport, hein, on rentre bien une bonne dizaine dedans, aussi une réelle capacité d'attaque. Alors il y a les mitrailleuses de sabord, donc de part et d'autre, et puis ils ont des espèces de petits pods de roquettes sur chaque côté. Donc en fait, c'est des hélicoptères qui à la fois peuvent transporter du monde, et c'est des hélicoptères qui font quand même du dégât, qu'on fait la scène, mais voilà, là on arrive quand même déjà à un stade d'avancement technologique qui fait que on peut vraiment s'en servir pour faire de la contre-insurrection, et pas que de la contre-insurrection, c'est un vrai outil d'assaut, quoi. Oui, au Vietnam, les États-Unis testent vraiment énormément de configurations. Après, l'attrition, on parle de l'attrition des hélicoptères aujourd'hui en Ukraine. Est-ce que l'hélicoptère va survivre en fait à la guerre de haute intensité? Mais il faut voir que la guerre du Vietnam, une guerre contre-insurrectionnelle, et pas de haute intensité comme on l'a défini aujourd'hui, mais néanmoins, il y a plus de 3000 hélicoptères qui vont aller au tapis. Alors pas seulement du fait de tirs ennemis, hein, du fait d'accidents, de collisions également, parce que la grande manœuvrabilité des hélicoptères et le fait qu'ils volent près du sol et en formation pose aussi des problèmes de coordination entre eux. Assez compliqué, mais on a pu le voir en France, c'était en 2019 lors de la collision d'Indelliman, où on a perdu 13 hommes, un problème qui n'était pas dû en fait à des tirs ennemis, contrairement à ce que les groupes djihadistes avaient dit à l'époque. Oui, parce que c'est un balai qui est très compliqué, parce que il y a vraiment, quand on met beaucoup d'hélicoptères au même endroit, il y a vraiment moyen de se rentrer dedans assez facilement. Oui, avec d'ailleurs des effets de souffle qui peuvent avoir un effet négatif d'un appareil sur un autre. Mais parce que, rappelons-le, donc c'est pas très stable. Intrinsèquement, l'architecte, si on met des hélices comme ça, c'est que c'est pas hyper stable. Le fait d'avoir une hélice qui tourne très vite dans un certain sens horizontalement, et du coup, ça peut être assez facilement déséquilibré. Son intérêt opérationnel, c'est d'être rattaché à la manœuvre terrestre, en tout cas la manière dont les forces terrestres les utilisent, c'est d'être le plus proche de la manœuvre terrestre, le plus intégré, et donc il y a aussi une proximité du sol, c'est-à-dire que où l'erreur coûte très vite très cher. On en parlera aussi peut-être, mais le raid de 2011 pour éliminer Oussama Ben Laden, on a un des hélicoptères qui se crache aussi parce que en fait ils les font manœuvrer dans des conditions extrêmement compliquées avec des effets de souffle qui sont mal maîtrisés. Oui, et puis il y a une proximité vis-à-vis du sol et des éléments qui est jamais atteinte par un avion. Enfin, je me souviens de menaces tir ennemis, et également, de navigation. C'était en Côte d'Ivoire, donc ils avaient utilisé des gazelles pour mener certaines opérations. Enfin, il faut voir les images, c'est très très impressionnant. Ils passent à rien des arbres, des poteaux électriques, etc. Enfin, vous êtes à moins de 2 mètres de ces éléments, la moindre rafale de vent, il faut des sacrés pilotes pour manœuvrer ces engins-là. Peut-être juste un point sur le Vietnam, puisque effectivement, de manière iconique, alors tu évoques Apocalypse Now, très célèbre, un film un peu moins connu, mais peut-être plus intéressant sur le plan tactique, c'est un film de Mel Gibson qui s'appelle We Were Soldiers, ou avec Mel Gibson, mais sur en fait la bataille de Ia-Drang en 65, qui est la première bataille avec un emploi massif des hélicoptères, et notamment les Huey UH-01, où on a en fait, l'unité qui est suivie, c'est la première division de cavalerie, la First Cav. Et donc, c'est l'idée qui est poussée à ce moment-là par les Américains d'utiliser les hélicoptères comme une fonction un peu traditionnelle de la cavalerie, comme rupture de mobilité, rupture du rythme et du tempo opérationnel. Et on a en fait un bataillon américain qui est héliporté sur une colline et qui se retrouve nez à nez avec une partie du corps de bataille Viet Cong, ce qui va d'ailleurs assez mal se passer pour eux, mais ce qui montre en fait la manière de s'affranchir d'un certain nombre de réalités du terrain. Et au Vietnam, le problème, c'est le terrain lié à la végétation, lié au manque de routes, lié au relief, parce que c'est pour une bonne partie dans les montagnes de la cordillère annamite que ça se passe. Et en fait, l'hélicoptère va changer ça, va changer ce rapport au terrain et à la mobilité. Ça, je pense que c'est un truc qui est intéressant à regarder. L'autre conflit contre-insurrectionnel où les hélicoptères sont très iconiques, c'est ensuite l'Afghanistan.
donc l'intervention soviétique en Afghanistan, où là on peut dire, c'est intéressant parce que c'est une image un peu inverse qu'on a. On a l'idée qui nous est restée notamment par un certain nombre de films, un certain nombre de livres, que les hélicoptères russes allaient au tapis à cause des Stinger fournis aux Moudjahidines par les Américains. En vérité, ça marchait plutôt très bien, la contre-insurrection à coups d'hélicoptères. Les hélicoptères, donc c'était des Mi-24 à l'époque, essentiellement, faisaient des ravages parmi les Moudjahidines. Ça s'est un peu rééquilibré sur la fin, effectivement, avec la fourniture d'armes américaines. Mais globalement, ça a été quand même une très belle arme de contre-insurrection dans ce climat et avec ce terrain qui était celui de l'Afghanistan. Oui, effectivement, il faut quand même relativiser en fait, les pertes qu'ont eu les Russes avec leurs hélicoptères en Afghanistan. C'est-à-dire à partir du moment où, en 86, où les Stinger ont été fournis aux Afghans, les Russes ont eu des pertes et ont tout de suite en fait, changé leur doctrine. Ils se sont mis à voler plus haut, enfin, ils ont vraiment changé leur façon de faire. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans les doctrines d'emploi des hélicoptères en général, c'est pas très difficile finalement de contrer un hélicoptère, parce que surtout quand il vole bas. Et de toute façon, un hélicoptère peut pas voler très haut structurellement, un plafond limité. Mais par contre, il y a une adaptation dans les doctrines qui se voit dans tous les conflits. En fait. Si vous prenez en Algérie, la France construit la première doctrine finalement d'assaut aéroporté par petites unités. Au Vietnam, les Américains testent plein de choses, perdent plein d'hélicoptères, mais testent plein de choses, de la MEDEVAC au RESCO, à l'appui-feu, aux actions dans la profondeur. Et en Afghanistan, finalement, les Russes s'adaptent aussi aux conditions ennemies. Et pour parler un peu de l'Ukraine, parce que je sais que c'est le sujet qu'on a tous en tête quand on parle d'hélico, je pense qu'avant de condamner l'hélico, ou certaines classes d'hélico, reconnaissance et attaque en particulier, il faut se souvenir que dans tous les conflits, en fait, il y a eu une attrition sur les hélicoptères, des conflits un peu durs, je dirais un peu longs, il y a eu une attrition importante sur les hélicoptères, et qu'à chaque fois, il y a une réadaptation de la doctrine très très vite, parce que l'hélicoptère est quand même un couteau suisse, en fait, qui fait qu'il a des qualités propres qui sont uniques, et qui permettent de monter des scénarios d'emploi à chaque fois très sophistiqués, disons. La spécificité de l'Afghanistan, c'est que tu citais les hélicoptères d'attaque soviétiques, c'est l'arrivée de l'hélicoptère d'attaque. C'est la différence avec le Vietnam. Les Américains développent le Cobra, donc le AH-1, qui est le tout premier hélicoptère d'attaque. Je ne sais pas de quand les tout premiers hélicos d'attaque soviétiques datent, mais c'est à peu près la même période. C'est la fin des années 60, le début des années 70. Et en fait, les Cobras sont quasiment pas engagés au Vietnam. Et donc, on a effectivement les hélicoptères de manœuvre qui sont là pour rappelons très rapidement, on va voilà, les grandes catégories, je pense que c'est important. Le principe de l'hélicoptère d'attaque, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus blindé, beaucoup plus étroit, avec beaucoup moins de taille pour éviter un peu les tirs du sol, et avec beaucoup plus de capacité de feu que les autres. Exactement. Et donc, il est pas là pour transporter quoi que ce soit. Il y a un équipage avec qui est en général limité, 2 pilotes, des fois 3 sur certains modèles, et il est là pour produire du feu, de la destruction, éventuellement de l'appui, mais c'est des canons volants, des missiles qui manœuvrent d'une certaine manière. Là où historiquement, donc on avait donc juste ça, s'il faut. Là, on est entré un peu dans la nomenclature, mais si on veut avoir une image de ce que c'est aujourd'hui les hélicoptères d'attaque, c'est le Tigre français, c'est l'Apache américain. Voilà, c'est le Kamov 52 ou le Mi-24 russe. C'est des hélicoptères qui sont pas très grands, qui ne transportent rien, qui sont très blindés et qui attaquent très bien qui sont connus pour des profils très fins, qui visent à augmenter leur survivabilité. Et de manière célèbre, le Tigre, on l'a dit beaucoup, mais c'est un hélico qui est construit autour du canon. C'est-à-dire le canon de 30 mm qui marche extrêmement bien, tout le monde le sait, et puis ensuite toute la philosophie de l'appareil est conçue pour accompagner ce canon qui fait des ravages au sol. Et c'est là où on pousse le plus loin l'analogie avec la cavalerie qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vraiment l'idée d'être capable de pénétrer loin dans le dispositif ennemi, de tourner et d'aller détruire. Là où on a toujours les hélicoptères de manœuvre qui sont combinés des fois avec utilitaires. Ça, c'est les hybrides en fait. Donc au moment du Vietnam, parfois des HMA, des
hélicoptères de c'est manœuvre et l'hélicoptère de d'assaut. Ouais, c'est ça. Donc, Et donc c'est une catégorie entre 8 et 12 tonnes. Après, ces catégories de tonnes, elles dépendent en fait de l'utilisateur final. C'est-à-dire, je regardais un peu les nomenclatures parce que j'adore ça et les doctrines aussi, comme vous le savez. Et en fait, dans les documents de la marine américaine et sur tout ce qui est hélicoptère naval, ils définissent ça par le poids total maximum au décollage. Là où des terriens vont plutôt s'intéresser en fait à la capacité d'emport, la charge utile. Et une troisième catégorie peut être celle de la charge à vide. En fait. Vous avez 3 catégories. Mais en gros, vous avez 3 catégories d'hélicos. Les hélicos légers, attaque et reconnaissance, dont Elie vient de parler. Les HMA. Donc les HMA, juste si on reste dessus une seconde, c'est les exemples, c'est par exemple le Black Hawk. Le Black Hawk, donc on va parler de film, mais bon, c'est évidemment la chute du Faucon Noir. Voilà, tout le monde voit très bien. Qui est le successeur du Huey dont tu parlais. C'est vraiment les hélicoptères à tout faire, qui emportent un peu pas trop lourd, qui sont un petit peu armés, qui peuvent avoir des mitrailleuses à bord, ce genre de choses, mais qui sont un petit peu le cheval de trait. Et en Europe, le NH90. Ouais. Donc le NH90 Caïman, qui a un programme multinational, etc., qui a connu un certain nombre de déboires, mais qui s'améliore maintenant, qui c'est ça, faut pas être trop français sur cette question-là, à critiquer nos propres programmes, parce qu'on regarde les développements des hélicoptères dans l'US Army, ça va d'annulation en annulation avec des budgets faramineux. Donc, mais bon, il était dit que pendant assez longtemps qu'il y avait des gros problèmes de disponibilité, gros problèmes de coûts de l'heure de vol qui étaient très chers. Et que donc c'était pas une super affaire quand même que le NH90, en tout cas pendant un certain temps. Maintenant, il semblerait que après il vole et c'est un bon hélicoptère, donc je dirais que c'est plutôt une bonne affaire au final. Et donc ça, par exemple, un NH90 ou un Black Hawk, ça transporte combien de personnes à peu près? Suivant, c'est de 10 à 20, suivant c'est de la MEDEVAC ou du combattant équipé avec tout son armement package. Et donc ça peut faire face quand même un peu au feu ennemi. C'est pas fait pour être engagé à très courte portée, mais ça tient quand même un peu le choc. Vous pouvez déposer des hommes dans la profondeur. Après, vous pouvez pas, comme sur un hélicoptère lourd, donc il y a la 3e classe d'hélico, où là on est plus sur du 15-20 tonnes, voire plus. Vous pouvez transporter des sections complètes, voire du matériel blindé pour certains sous-élingues. C'est le fameux Chinook, là, ces gros hélicoptères où vous pouvez mettre une section complète d'infanterie armée déposée sur un piton rocheux. Donc une section complète, plusieurs dizaines de personnes. Voilà, et qui vont débarquer. Et ça, c'est quelque chose dont les Américains, les Britanniques utilisent. Évidemment, les Soviétiques. Et ça, c'est peut-être un petit insert intéressant parce que je précise le plus gros hélicoptère. Voilà, le Chinook, je précise. Donc tout le monde l'a vu, mais cherchez, c'est donc le CH-47 Chinook, qui a un hélico avec 2 hélices, une à l'avant, une à l'arrière, contrarotatives, ce qui fait leur stabilité, qui ont beaucoup de capacités, et on l'a dit déjà à ce micro, l'aviation légère de l'armée de terre, et puis généralement les armées françaises regrettent amèrement de ne pas avoir d'hélicoptères. Surtout les forces spéciales, en fait, qui le regrettent. Parce que c'est un truc, on peut déplacer un petit bateau dessous, on peut déplacer des véhicules blindés dessous, ça emporte des choses comme ça, ce que d'autres hélicoptères ne font pas. Et on peut dire que c'est tellement utile que, je crois qu'il commence à voler en 61, le Chinook, il est encore en usage et il va peut-être atteindre le siècle d'utilisation avec moult modernisation, mais là il y en a encore qui commandent des CH-47F, donc la version F, il y a eu beaucoup de versions, mais c'est encore parfaitement état de l'art, même si on pense déjà au successeur côté américain. D'ailleurs, les Britanniques nous ont prêté leur Chinook au cours de l'opération Barkhane, et les rétextes sont quand même très, très favorables, même si après c'est un hélicoptère qui coûte très cher et dont l'usage n'est pas systématique. Quand on en a besoin, c'est très utile, mais on n'en a pas forcément besoin. C'est ça la question sur les hélicoptères lourds en France. Je sais que tout le monde dira ça serait super parce que on fait des trucs super avec, mais la question c'est est-ce que on est prêt à investir. On sait l'état des finances et l'état des forces disons plus ordinaires sur le parc de Rafale ou de véhicules blindés en général. Est-ce que vraiment on veut dégager un financement suffisant pour avoir une flotte d'hélicoptères achetés sur étagère, bien sûr, mais et qu'il faudra entretenir. Le coût du MCO sur les hélicos est vraiment donc, important. En conditions opérationnelles.
pardon, est vraiment important. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à faire comme on a fait au Mali, c'est-à-dire à faire... emprunter ceux des copains. Oui, c'est ça, à faire des partenariats si on va en opération, quoi. Et c'est une vraie question. Après, pour les forces spéciales, la question se pose un peu plus, effectivement. En précisant que donc, la France a aussi des hélicoptères lourds, pas lourds comme ça, mais elle a aussi des hélicoptères de transport, donc des Caracal, qui sont encore la dimension supérieure par rapport au NH90, où on peut transporter plus de monde, où on peut s'en servir notamment, on peut bien les médicaliser, etc. C'est des hélicoptères qui offrent plus de place, mais on n'est pas dans la même catégorie. Comme souvent, on prend en France des solutions un peu médianes, c'est-à-dire que même le NH, il est plus lourd qu'un Black Hawk, évidemment, mais il sera effectivement, ou Caracal va être moins lourd que les très très lourds. Mais juste pour revenir sur la gamme très très lourde, ça c'est intéressant sur les concepts d'emploi, c'est les soviétiques, effectivement, qui dans les années 70-80 ont un concept de air mech warfare, où carrément ils envisagent de transporter des brigades blindées entières par hélicoptère sur les arrières des dispositifs dans l'enveloppement vertical. Donc il faut des hélicoptères qui sont capables de transporter des blindés. Et donc là c'est les Mi-8 et Mi-6 qui sont utilisés là-dessus à cette période-là. C'est du Mi-26 Mi-26, sur le Halo. En fait, il y a 4 gros hélicoptères lourds, enfin vraiment qu'on peut considérer comme lourds dans le monde, hein, donc le Mi-26 soviétique. Il y a le CH-47 dont on a parlé, le Chinook, le CH-53, le King Stallion, avec toutes ses déclinaisons, 6 Stallion, etc. Et puis il y a un hélico européen, le Merlin, d'Augusta Westland, qu'ont les Italiens. Et les Danois aussi, je crois, les Danois qui les avaient aussi envoyés au Sahel. Effectivement. Mais on peut préciser qu'il y a aussi des petites différences. Et nous, on avait le Super Frelon. Bon, après, le considérer comme un hélicoptère lourd, c'est peut-être se pousser un peu du col, mais qui était l'hélicoptère le plus lourd en fait qu'on avait, qui a été retiré en 2010. Mais là où je disais c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi des petites différences de concept d'emploi entre les soviétiques puis les russes et nous. Typiquement, ils n'utilisent pas leurs hélicoptères, y compris leurs hélicoptères d'assaut, y compris leurs hélicoptères d'attaque au sol, de la même manière. C'est-à-dire ils sont nettement plus blindés, disons-le, et ils volent nettement plus vite en général. C'est-à-dire ça fonce un peu dans le tas, alors que les hélicoptères d'attaque plutôt occidentaux sont plus manœuvrants. Surtout si on pense du côté français dans les années 80, il y avait un concept d'action aéromobile dans la profondeur. C'est la 4e DAM, la division aéromobile, qui est devenue ensuite une BAM pour la brigade aéromobile. Mais notre hélicoptère d'assaut, c'était la Gazelle. Donc c'était quand même plutôt vraiment très léger, pas blindé. La Gazelle, avec des missiles anti-chars. On a déjà eu ici des pilotes de Gazelle bref, tout le monde le dit, la Gazelle c'est blindé à peine contre les moustiques. C'est ça. Et donc très manœuvrant, très maniable, mais c'est sûr que là où les Américains avaient des Cobras et puis ensuite des Apaches, où les Soviétiques avaient du Mi-24, nous on était sur de la Gazelle et le Tigre est arrivé très tard dans les forces. Je sais pas, Isabelle, sur cette différence entre la philosophie plus russe et la philosophie plus occidentale. Occidental, il faudrait distinguer en fait, parce qu'on n'utilise pas tous les hélicoptères d'attaque et de manœuvre et d'assaut de la même façon. La France et les États-Unis sont les seuls en fait à faire vraiment de la manœuvre aéroterrestre intégrée avec leurs hélicos. C'est-à-dire d'intégrer vraiment les hélicoptères dans la manœuvre aéroterrestre, comme on l'a fait en Libye, par exemple. C'était un exemple typique, comme les États-Unis ont essayé de le faire en Irak aussi, avec des déboires en 2003, où il y avait un raid d'Apache qui s'est très très mal terminé. Ils ont terminé avec 30 appareils endommagés, un complètement détruit. Ça les a bien calmés quand même sur la manœuvre aéroterrestre. C'est le raid de Kerbala en Absolument. 2003, avec effectivement... Et donc ça resté pour eux, et l'annulation du programme Farah, donc on parlera peut-être tout à l'heure, sur l'hélicoptère de reconnaissance et d'attaque, mais surtout de reconnaissance. C'est aussi la mémoire de ce raid de 2003 qui avait mal tourné. Oui, alors justement, on peut peut-être... donc là, on parle beaucoup de l'équivalent aviation légère de l'armée de terre, c'est-à-dire la manière dont ces hélicos se combinent à d'autres unités pour vraiment faire une différence sur la bataille d'infanterie, quoi. Et les autres pays l'utilisent plutôt en anti-char, en fait. Ouais. L'Allemagne, par exemple, utilise le Tigre en anti-char. Donc c'est pour ça qu'elle va le retirer, parce qu'elle se dit...
Finalement, vu la forme des opérations aujourd'hui et vu ce qu'on voit en Ukraine, faire de l'anti-char avec un hélicoptère habité, c'est peut-être couillu si vous me passez l'expression. Alors qu'en France, nous, le Tigre, on l'utilise aussi pour faire de l'appui-feu sur les forces terrestres et de l'insertion dans la profondeur. Donc les Espagnols sont un peu entre les deux. Donc c'est pour ça qu'ils sont intéressés par le rétrofit du Tigre. Et juste pour dire... On a aussi quand même un énorme rétex de 20 ans de contre-insurrection. Donc il y a l'Irak, il y a aussi l'Afghanistan, il y a aussi l'opération Barkhane. Alors c'est intéressant parce qu'il y a tout un tas de missions des hélicoptères qui ont été progressivement prises par des drones, notamment à partir du moment où on s'est mis à avoir des Reapers armés, etc. Ça a entré un peu dans la niche de ce qu'on faisait avec des hélicoptères. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être rapidement sur, en gros, le bilan opérationnel de ces hélicoptères pour faire ces 2 décennies de contre-insurrection, enfin une décennie en l'occurrence au Sahel. Je sais pas, Elie ? C'est bon, enfin le sujet est large. C'est sûr que l'environnement contre-insurrectionnel, d'une manière générale, du fait du caractère asymétrique de la menace, que même si les missiles solaires ont commencé à circuler, on en avait très peur au début du Mali en 2013 parce qu'on s'était dit ils ont récupéré les stocks de Kadhafi, finalement bon il y avait pas grand chose. Donc la menace venant du sol, venant d'un adversaire irrégulier, elle est relativement faible. Ça veut pas dire que c'est une partie de santé, et on l'a vu sur le crash des hangars, ça reste une arme qui est vulnérable et qui est compliqué d'emploi, mais fondamentalement dans un contexte contre-insurrectionnel, on peut le faire. Ça donne un surplus de mobilité à des forces qui peuvent être moins nombreuses que les forces insurgées, qui peuvent être sur un territoire extrêmement étendu. Et donc c'est sûr que Barkhane, le bilan tactique de Barkhane, on n'aurait pas pu l'avoir, surtout dans les premières années où il y avait beaucoup de chasse et de contre-terrorisme, si on n'avait pas la dimension hélico pour compenser les élongations extrêmement grande avec un théâtre en plus très peu dense en termes d'activité. Et donc de ce point de vue-là, voilà, c'est clair, je pense que il y a un bilan qui est positif dans un certain contexte. Ensuite, c'est tout le sujet de dire si en face c'est plus juste des AK-47, mais éventuellement on commence à se retrouver avec des manpass, donc des systèmes anti-aériens portés à dos d'homme ou sur un pick-up, mais avec et un peu guidé. Voilà, du guidage thermique, voire d'autres systèmes de guidage terminal. Là, on commence à être et puis évidemment a fortiori si vous retrouvez avec des systèmes de défense aérienne intégrés, avec des avions en face, j'en parle pas, mais là voilà, l'hélicoptère ne peut survivre que s'il est lui-même inséré dans un dispositif extrêmement complexe. C'est pour ça que la manœuvre aéroterrestre française et sur la Libye, elle impose déjà de traiter d'abord le système anti-aérien avant d'insérer les hélicoptères. Sinon, avec une prise de risque sur la Libye d'ailleurs qui a été le cas de la LAT française, mais qui a été un peu saluée d'ailleurs par d'autres comme les Américains qui disaient franchement ce que vous faites avec vos hélicoptères, nous on n'aurait pas forcément pris. Juste on peut préciser, livre de Brice Herblanc là-dessus dans les griffes du Tigre où il détaille bien l'opération en Libye, c'est passionnant. Ouais, et puis on a déjà eu des témoignages à ce micro de pilotes. Les mecs, ils décollaient des porte-hélicoptères amphibies qui étaient au large de la Libye, ils allaient faire des raids, ils allaient détruire tous les chars et les systèmes antiaériens, ils revenaient. Je mettrai en lien peut-être les témoignages que j'ai eu au micro là-dessus, parce que déjà, c'était pas facile, parce que des mecs de la LAT arrivaient sur la marine, sur des navires de la marine nationale, ça se fait, mais c'est pas pratique. C'est pas l'habitude quand même. Mais c'était quand même particulièrement compliqué, et en l'occurrence le fait est que ça a très bien marché. Ouais, le bilan sur les blindés est remarquable. Ouais, mais peut-être justement l'exemple libyen et l'intégration interarmée nous ouvre aussi une porte, parce que là on a beaucoup parlé des hélicoptères attachés aux forces terrestres. Il y a quand même à partir des années 60-70, il y a le sujet armée de l'air quand même. D'ailleurs, les Chinook, les hélicoptères lourds, les plus lourds, sont gérés, je pense, par des armées de l'air pour pas mal de pays. Je crois que la Royal Air Force, par exemple, et les Chinook britanniques ont
Donc il y a la fonction armée de l'air qui est moins connue, et puis il y a les une fonction Caracals sont opérés par l'armée de l'air en partie. Et il y a une fonction marine qui peut être intéressante aussi à parler, avec les dimensions lutte anti-sous-marine, et puis d'autres actions lutte anti-mine, peut-être. Si vous voulez et sauvetage maritime aussi, parce que souvent pour la marine, les hélicoptères doivent avoir aussi cette fonction de soutien en fait à la sécurité civile. Donc ils ont besoin d'hélicos assez polyvalents là-dessus. En France, la marine a 3 types d'hélicos. Donc elle a le NH90 Caïman, celui qui a connu les plus gros problèmes de dispo, qui s'améliore maintenant. Caïman marine. Caïman marine, donc, ouais. Et elle a le Dauphin et le Panthère, qui sont aussi utilisés beaucoup pour la lutte anti-piraterie, par exemple, tout ce qui est lutte contre les trafics, et le sauvetage maritime. Qui sont des vieux hélicoptères. Enfin, le Dauphin, je crois je ne sais plus quelle est sa moyenne d'âge. Absolument, parce que les deux doivent être remplacés en fait, par le Guépard, le HIA, l'hélicoptère interarmé léger. Ouais. Et juste un point sur la dimension marine, donc la dimension lutte anti-sous-marine, ça c'est quand même un rôle un peu particulier avec les sonars trempés, donc les hélicoptères qui peuvent immortaliser pour toujours par évidemment le chant du loup, où on voit bien un truc qui est totalement vrai, qui est le sentiment de panique totale d'un sous-marin quand il sait qu'il y a un hélicoptère avec un sonar trempé qui est pas loin, parce qu'effectivement un hélicoptère qui trempe son sonar et qui peut le déplacer, etc., le sous-marin, il est fait comme un rat. Et puis sur le Dauphin, il y a une capacité aussi qui est unique, c'est celle de la récupération des pilotes embarqués sur le porte-avions en cas de crash à l'atterrissage. Enfin, il y a plein de capacités comme ça qui sont spécifiques marines pour leur hélicoptère. Maintenant, c'est peut-être le moment de parler peut-être un peu plus spécifiquement de ce autour de quoi on tourne depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le rétex de l'Ukraine et ce que ça fait pour la pensée même de l'arme hélicoptère. Alors, bon, disons-le, il y a quand même eu dès le début, dès février 2022, des images assez terribles pour tous les pilotes d'hélicoptères. On se souvient notamment je crois que c'est les Mi-24 ou Mi-28 russes qui se sont fait cartonner au-dessus du réservoir de Kiev pendant l'assaut sur l'aéroport d'Hostomel. Là, on a vu un moment où on s'est dit, oula, quand c'est vraiment de la haute intensité et qu'en face, c'est pas des djihadistes légèrement armés, ça peut vraiment se faire cartonner très fortement. Et parce que c'est pas que l'hélicoptère, c'est aussi des unités entières de Spetsnaz qui sont partis au tapis et qui auraient pu faire une différence. Donc, on a commencé à avoir des questions très rapidement, très tôt. Et puis ensuite, ça ne s'est pas vraiment arrêté, puisqu'il y a une quantité assez impressionnante, on n'a pas les chiffres exacts, il y a toujours les estimations, on est en plusieurs centaines quand même, d'hélicoptères, alors surtout des Ka-52. On reviendra peut-être sur la différence entre le Mi-28 et le Ka-52, mais en tout cas, c'est les hélicoptères que les Russes engageaient derrière les lignes ennemies, essentiellement. Ils s'en sont bien pris plein la tête. Il y a eu beaucoup de tirs fratricides aussi au début côté ukrainien. Parce que justement, c'était pas super coordonné en fait avec les forces. C'est vraiment un gros problème, cette coordination. Et même pour nous, armée NATO, donc parfaitement intégrée et planifiée, ça reste quand même la préoccupation principale. Mais alors en plus, quand on est ukrainien et qu'on a les mêmes hélicoptères que les gars d'en face, c'est pas facile. En plus, ça complique évidemment fortement. Et puis il y avait aussi la question que personne n'a la maîtrise réelle du ciel. Et dans ce cas-là, effectivement, faire voler des hélicos, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et donc, à partir de la mi-2022, les hélicoptères... 2023. Ah non, 2022. Se sont fait tirer par les chasseurs russes en standoff, quoi. Ouais, non, Parce que rappelons qu'un hélicoptère, ça ne peut quand même pas grand-chose par rapport à un avion de chasse. En termes c'est pas très rapide. C'est pas très rapide, les armements ne portent pas du tout aussi loin, donc s'il y a des chasseurs dans un coin, on se fait chasser quand on est en hélico. Oui, après il y a des capacités d'autodéfense, etc. Mais effectivement, c'est pas une plateforme qui est faite pour résister à ce type de menaces et surtout qui n'est pas faite non plus pour évoluer dans des environnements très hautement contestés. Et ça, c'est quand même la leçon régulière de plusieurs
à plusieurs moments, vous citiez Kerbala 2003, voilà, les Américains se disent finalement on a une supériorité écrasante militaire, on va pouvoir envoyer ce grand raid d'Apache dans la profondeur. Ils reviennent avec effectivement une trentaine d'hélicos avec des trous partout, 2 au tapis, enfin il y en a un qui se crache au début, l'autre qui est abattu, et après ils vont plus refaire ça. Et finalement les Russes au début de l'opération en février 22 retentent quelque chose d'un peu pareil, parce qu'il y a aussi ce même sentiment en fait de supériorité, et là aussi ça leur coûte très cher. Et c'est vrai que c'est un débat que on a eu aussi régulièrement avec l'ALAT française, qui est l'une des seules autres armes, on va dire, dans le monde à penser cette action dans la profondeur, un peu autonome de l'hélicoptère. Et c'est là où il y a eu le coup de gourdin sur la tête. Mais peut-être que on a aussi jeté le bébé avec l'eau du bain en croyant que cette action autonome dans la profondeur du raid hélicoptère tout seul dans un environnement contesté, en fait c'est qu'une partie de ce que peut les actions. Et moi je reviendrai aussi sur le bilan de l'offensive ukrainienne ratée de l'été dernier, où en fait on a vu que dans un rôle défensif les hélicos, pour le coup du côté russe, ils ont été très utiles. Côté ukrainien, en 2022 il y avait eu l'épisode aussi où l'Ukraine avait essayé de ravitailler l'usine Azovstal qui était prise à chaud à Mariupol. Et ça n'avait pas marché, parce qu'il y avait une telle densité de feu de toute nature en face qu'ils n'ont pas pu approcher à moins de 23 km de l'objectif, quoi. Mais c'est au point qu'on voyait des vidéos qui étaient pour le coup assez ridicules. Enfin, les vidéos d'hélicoptères qui devenaient des espèces de lance-roquettes multiples. Donc c'est des hélicoptères qui étaient très loin, enfin qui étaient derrière, qui s'approchaient de la ligne de front, qui faisaient une espèce de cabré pour lâcher leurs missiles, enfin leurs roquettes, le plus loin possible, sans rien viser du tout, parce que quand on fait ça comme ça, c'est qu'on ne vise à rien du tout, et faisaient demi-tour pour rentrer au chaud avant de se faire cartonner par un manpad qui était quelque part au sol. Oui, ça servait d'artillerie de courte portée, et évidemment c'est pas le rôle où l'hélicoptère est le plus utile en haute intensité. Après, faut voir que les appareils ne sont pas non plus les plus modernes qu'on a en termes d'autoprotection et de missiles guidés, enfin de précision. Donc sur l'Ukraine, il faut vraiment être prudent quant aux conclusions qu'on va tirer pour nous. Déjà parce qu'on n'a pas la même force aérienne, et encore une fois, le couple avion-hélicoptère, il a vraiment sa pertinence dans le cadre d'une manœuvre aéroterrestre. Et les conditions ne sont pas du tout les mêmes. On n'a pas non plus les mêmes appareils, on n'a pas les mêmes liaisons de données entre les forces. Et donc, on n'a pas la même coopération possible en fait entre les différentes armes et armées. C'est beaucoup le retour. Enfin, on a interrogé des gens de la LAT à ce moment-là, etc. Il y a eu un certain nombre d'articles. Et ce que les Français disaient, c'est si on emploie des hélicoptères comme des cochons, comme le font les Russes, sans rien préparer, sans coordination des feux, sans planification, sans rien, c'est sûr qu'on va se faire cartonner. Mais ça, on le savait déjà. Ça a été globalement l'argumentation de la France, mais pas que de la France, aussi des Américains, sur ce retour d'expérience-là. Par exemple, les Ukrainiens font de l'anti-char en ce moment avec du Mi-8, quoi. Ouais. Donc c'est un hélicoptère qui fait 13 tonnes. Donc si on en revient aux catégories qu'on avait un peu dessinées tout à l'heure, c'est pas fait pour. Mais avec du missile non guidé en plus. Mais cette fonction anti-char qui existait quand même de l'hélicoptère pendant la guerre froide, qui était une fonction importante de l'hélicoptère de combat pendant la guerre froide, on citait côté allemand, mais même côté français. Encore une fois, le missile Hot, c'était une mission anti-char. Et ça, pour le coup, de manière défensive, on a l'impression que si on tire quelques rétextes de l'offensive, encore une fois, ratée des Ukrainiens de l'été 23, et la manière dont les Russes ont utilisé les hélicos pour venir boucher les trous, pour cibler les engins de bréchage, les systèmes blindés ukrainiens qui essaient de traverser ce no man's land qui était déjà fortifié, qui était déjà battu par les feux, mais finalement où l'hélicoptère servait de
de réserve anti-char extrêmement mobile. Ça a été assez bien utilisé, de manière beaucoup plus... Donc là aussi, on se moque un peu des Russes sur l'emploi au printemps 22, mais eux-mêmes ont tiré les conclusions. Effectivement, ils utilisent les hélicoptères de manière moins, on va dire, moins légère que par le passé, et il y a des signaux quand même qu'il y a une fonction. Mais alors après, la question, la manière dont elle se pose, c'est pas pour dire que les hélicoptères peuvent jamais plus servir à rien, c'est de se demander si cette niche-là, elle n'aurait pas été reprise par les drones à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans ce contexte-là, est-ce que les drones, les Orlan, enfin tout ce qu'on veut, toute l'immense panoplie de drones qu'on a, pour notamment faire de l'anti-char ou faire de la contre-batterie, enfin en tout cas cibler des équipages ennemis éventuellement dans la profondeur, est-ce qu'on ne le fait pas bien mieux pour bien moins cher, avec bien moins de risques en coût et en vie humaine, avec des munitions rôdeuses ou plus généralement des drones qu'avec des hélicoptères qui, comme on l'a dit, quand ça tombe fort, quoi. Oui, sur cette capacité-là, oui, c'est probable. Mais c'est ce à quoi toutes les aviations à voilure tournante réfléchissent, en fait. C'est quelles fonctionnalités vont pouvoir être remplacées par des drones, moins dangereux pour les hommes et moins chers en plus. Et sur l'appui-feu rapproché en haute intensité, oui, c'est probable. Enfin, ça ne devient pas envisageable en fait d'envoyer des hélicos. Enfin, on voit que ça marche plus quand les défenses sont trop densifiées. Pour le dire clairement, s'ils avaient des Tigres ou des Apaches en Ukraine, ils les enverraient pas, quoi. Pour le genre d'usage que nous on en fait, pour la manière dont l'appareil est configuré, on s'en servirait pas. Même pas pour l'anti-char, mais pour de la manœuvre dans la profondeur, si, ça pourrait. Si vous voyez sur Koursk, par exemple, sur ce que font les Ukrainiens, où les défenses sont moins denses, ou sur la préparation de cette offensive-là, typiquement, ça pourrait s'entendre un emploi d'un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque. Il y a vraiment deux fonctions dans l'hélicoptère léger, il y a reconnaissance et attaque. Et le programme que les États-Unis ont annulé, le FARA, donc on dit un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque parce que c'est sa catégorie, mais c'est une fonction reconnaissance plus que d'attaque. Ils n'ont pas annulé le programme d'attaque. Le FARA était censé remplacer les Kiowa qui sont déjà retirés depuis quelques années. Qui sont des hélicoptères vraiment, si les auditeurs regardent, ils sont très légers, ressemblent un peu à la gazelle française. Enfin, oui, c'est ça. C'est des hélicoptères qui sont pas blindés, qui sont pas les hélicos d'attaque. Et le FARA devait remplacer aussi la moitié des Apaches, mais les Apaches qui sont dans les escadrons de reconnaissance, pas les Apaches qui sont dans l'escadron attaque. Donc il faut vraiment distinguer suivant les capacités et les fonctionnalités qu'on donne aux hélicos. Et ça, juste, on peut dire, donc ça a été une grosse compétition qui a été débranchée assez tard, quoi. Il y avait déjà eu des budgets assez faramineux. Oui. Il y en avait deux, c'était le Invictus de Bell et le Raider de Sikorsky. Faut aller googler parce que c'est vraiment des beaux trucs, quoi. C'est des beaux concepts, c'est des beaux prototypes, c'est des trucs qui vont très vite, très loin, c'est bien, quoi. Mais donc ils ont débranché ça quand même après un certain nombre de milliards de dollars engloutis dans l'affaire, avec cette idée quand même. Il y avait plusieurs choses. Il y avait l'idée que, en Ukraine, on ne saurait pas quoi en faire, et donc si c'est un peu à ça qu'on se prépare, et puis il y avait l'idée aussi que ça va permettre de reventiler ce budget sur d'autres programmes qui arrivent, eux, un peu plus, qui en ont besoin, quoi. Oui, parce que c'est un programme énorme, en fait, le renouvellement complet de la flotte d'hélicoptères, qui ne concerne pas seulement l'US Army, qui concerne aussi le Marine Corps et les forces spéciales. Il s'appelle Future Vertical Lift et il a 5 Capacity Sets. Enfin, c'est j'ai pas envie de dire des plateformes parce qu'en fait le système qu'ont envisagé les États-Unis et l'US Army est plus large que juste des plateformes d'hélico. Mais on va parler en plateforme d'hélico parce que ce sera plus simple. Et donc le programme FARA dont on parlait correspond à la première Capability Set et c'est le programme de reconnaissance. Après, il y a un deuxième en revanche qui a survécu à l'Ukraine, qui même à les 4 autres ont survécu mais sont plus ou moins avancés en fait. Ouais. Notamment celui qui est assez connu, c'est le FLRAA. Voilà. Ouais. Donc c'est pour Future Long Range Assault Aircraft. Donc ça, ils ont annoncé en décembre 2022 que c'était un type particulier, donc le V280 Valor de Bell. Ça aussi, il faut aller voir parce que c'est marrant, c'est un concept qui est vieux.
c'est un truc très ancien, c'est cette idée qu'on l'a dit, on va avoir 2 hélices. Par contre, on va avoir 2 hélices de part et d'autre latéralement de l'appareil, et surtout c'est ce qu'on appelle un tilt rotor, c'est-à-dire des hélices qui peuvent être basculantes, et donc c'est horizontal dans le sens des pales pour décoller, mais ensuite ça peut basculer et ça peut faire un peu comme un avion à hélice, donc ça permet de gagner considérablement en vitesse. Ça ressemble un peu à un avion à hélice quand c'est à pleine bourre. La fameuse portance de la voileur fixe que vous évoquiez. Et ça, le premier système qui l'a généralisé, c'était l'OV-22 Osprey du corps des Marines. Et c'était le concept du corps des Marines. Alors, quel est le rôle justement de ces hélicoptères ces voilures mixtes ou hybrides, je ne sais pas comment on les appelle. Pour les Marines, l'intérêt était évident. En fait, c'était de pouvoir faire des opérations amphibies et de pouvoir décoller et qu'ils ne soient pas d'un porte-avions. Mais comme le F-35B finalement. Donc le F-35B, c'est la version du F-35 qui a un décollage vertical, en tout cas à très courte portée. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est ça. Enfin, en fait, c'est un système de tuyères basculantes sur le F-35. Après, ça suppose des contraintes sur les ponts d'envol qui sont assez importantes pour ce système-là, parce que évidemment, c'est une chaleur. Ouais, et puis les Osprey, ça tombait beaucoup. Et le développement ça a été un peu des cercueils volants, quoi. Et le développement et l'entretien continuent à être quand même assez compliqué. C'est et pour donc, ça fiers de ce succès, ils ont repris le concept pour le prochain, donc le V280 Valor. C'est ça, oui. Ouais. Dans le cadre de Future Vertical. Qui va remplacer notamment les Faucons Noirs, les Black Hawk. Oui, c'est ça, oui. On parle drone ou France un petit peu. Enfin, il y a le cas français, donc peut-être sur lequel ça vaut le coup de se centrer. Donc avec différents programmes et surtout une forme de rationalisation, parce que je crois qu'on était aujourd'hui à 12 plateformes hélicoptères différentes dans l'armée française, et l'idée c'est que d'ici 2030 on réduise à 3, donc là il y a quand même un grand changement, donc les fameux 3 types de plateformes que vous évoquiez. Vous pourriez nous parler un peu de ça peut-être? Juste, on peut préciser, si on a tant, c'est qu'on les garde très longtemps. On peut préciser que, par exemple, les Alouettes 3 de la Marine, elles ne sont pas retirées depuis si longtemps, alors qu'elles sont là depuis les années 60. Ouais. Je veux dire, c'est des avions... Elles ont été retirées, je crois qu'il y avait 50 ans de moyenne d'âge. Elles avaient été introduites en 1961. Je veux dire, c'est aussi parce qu'il y avait plein de cohabitations, parce qu'on n'a pas su faire des grands programmes, à part le Tigre, etc., mais des grands programmes qui remplacent tout, quoi. Oui, puis après, les grands programmes ont leurs inconvénients. C'est-à-dire comme sur un hélicoptère comme le NH90, du coup, vous voulez avoir un hélicoptère gamme moyenne, médium, et tout le monde veut faire tout avec, puisque vous n'avez plus qu'une plateforme. Donc ça induit des spécifications extrêmement complexes, y compris pour la France. Et alors que si vous avez 3 gammes d'hélicoptères développés sur des gammes civiles, ce qui est possible sur les hélicoptères légers par exemple, et Airbus est le leader mondial de la gamme civile d'hélico, mais finalement vous n'avez pas des coûts de développement énormes, et surtout vous avez des pièces détachées assez facilement disponibles, ce qui n'est pas le cas si vous avez un hélicoptère qui est développé purement militaire. D'autant qu'Airbus, faut être honnête, la partie militaire c'est quand même clairement pas sa priorité, lui il fait sa marge sur la gamme civile. Donc il y a toujours cette tension en fait entre développer une plateforme à partir d'une plateforme civile, la militariser et l'équiper pour des missions bien spécifiques, type la Gazelle par exemple, etc. Et vous avez un hélicoptère qui finalement vous coûte pas si cher que ça, et en heures de vol et en MCO, ou alors monter un gros programme spécifique aux besoins militaires, mais avec toutes les complexités que ça induit et des problèmes de soutenabilité du MCO, faut dire et de la que pièce détachée. On avait des taux de disponibilité opérationnelle des hélicos qui étaient catastrophiques. Les ordres de grandeur régulièrement évoqués au moment ils sont plus publiés par c'est vrai. Et ça, il faut le dire, c'est un problème dont un certain nombre de gens se plaignent. Je crois que c'est notamment Vincent Lamigeon de Challenge qui s'en plaint très régulièrement. C'est quasiment confidentiel. C'est-à-dire que ça n'est plus nulle part. C'était tellement scandaleux que même dans les rapports parlementaires. Non, les parlementaires s'en plaignent aussi, mais c'est classé dans le secret défense, parce que pour pas que nos compétiteurs mais sache à quel point, en fait c'est aussi que c'est un peu gênant. Mais elle s'améliore quand même parce qu'il y a eu beaucoup de rationalisation aussi sur le soutien en interne, de création de contrats spécifiques en fait pour mieux gérer en fait toute l'enveloppe. Et puis sur le NH90, il y a beaucoup de maintenance prédictive en fait.
et donc qui consomme beaucoup de temps et qui amène à prononcer l'indisponibilité de l'hélicoptère. Mais sur cette question de l'indisponibilité, il faut aussi voir que, enfin, il est indisponible, comment dire, il est indisponible quand vous êtes raisonnable et en paix. Et si vous décidez d'utiliser vos hélicos et que vous êtes en guerre et en haute intensité, l'hélicoptère redevient disponible. Les normes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez une radio en panne, etc., que vous allez pas voler. Donc le curseur, en fait, en termes d'indisponibilité, doit aussi être examiné. C'est difficile de comparer la disponibilité d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, où on pouvait voler des fois, où, enfin moi je ne peux pas monter dedans, très clairement, et aujourd'hui où les normes de sécurité sont plus strictes. Je ne critique pas les normes de sécurité, hein, c'est vraiment pas mon propos. Je dis simplement que la comparaison sur juste le taux de disponibilité, elle doit être quand même prise avec prudence. Et donc, si on revient sur ce qui est aujourd'hui dans les cartons pour les armées françaises, donc c'est donc les 3 modèles, donc le Tigre, le NH90 et donc le fameux HIL, hélicoptère interarmé léger, donc le Guépard, donc qui a été désigné, sur lequel il y a donc qui est effectivement issu d'une gamme civile, qui va être l'hélicoptère à tout faire. Hein. En principe, il y en avait 170 qui étaient commandés, et puis qu'est-ce qui s'est passé au moment de la LPM ? On a vu une sorte de trou d'air. Il y a eu un petit étalement des commandes, un report d'une année, je crois, assez classique. L'intérêt de cette plateforme, moi je l'ai dit, hein, c'était, voilà, vous avez une plateforme commune à partir d'une gamme civile, et le problème, c'est que personne n'est content avec, quoi, évidemment. Parce que l'armée de l'air aurait voulu une plus grosse motorisation. Voilà, est-ce que ça correspondra à ce que veut l'armée de terre aussi ? C'est pas certain. Du coup, c'est l'effet d'un compromis, en fait, ce HIL. Et c'est pas impossible que finalement on en revienne à racheter une plateforme pour des missions vraiment spécifiques sur de l'hélicoptère léger, quoi. Et quelle dimension européenne ? Parce que NH90 et Tigre, c'était 2 programmes européens en coopération. Oui, c'est ça, dans le cadre de l'OTAN, en fait. Et le HIL, il y a une dimension, il n'y a pas de dimension de coopération. Non, je crois pas, non. Ouais. Non, mais là où sur le Tigre, oui, c'est franco-allemand par contre, plus Espagne. Et maintenant, c'est franco-espagnol parce que l'Allemagne se débarrasse de sa flotte de Tigres. Mais si on arrive vers ces 3 modèles, donc Tigre, Guépard, NH90 Caïman, on voit bien qu'on va encore plus perdre la capacité de transport lourd, avec déjà des gros guillemets, c'est-à-dire s'il n'y a plus de Caracal qui sont plus gros que les NH90 Caïman, les armées françaises vont quand même grandement baisser sur leur capacité d'emport de tout un tas de choses. À défaut d'avoir des Chinook qu'on n'a pas, il va falloir faire des allers-retours, quoi. Pas plus, guère plus que maintenant, finalement, parce que le NH emporte 20 passagers maximum. On a toujours les Cougars et les Pumas, même si les Pumas doivent être retirés dans les quelques années qui viennent, à l'horizon 2028. Donc, en fait, la capacité, elle est plutôt en termes de volume et de nombre d'hélicoptères qu'on sera capable de mettre à disposition. Sur les HMA, c'est prévu à 115 actuellement. Peut-être réduit à 110 lorsque les 10 Pumas seront retirés. Mais l'objectif, c'est d'être à 80 Caïman, NH90, et 24 Cougars, et 10 Pumas jusqu'à leur retrait, quoi. Oui, peut-être juste donc sur ces dimensions, donc l'autre grand sujet, c'est donc quelle partie du parc devrait être dronisée, quelle partie est dronisable aujourd'hui. Donc encore une fois, si on reprend les grandes fonctions, on va dire reconnaissance et attaque, peut-être en séparant quand même reconnaissance et attaque, on voit que sur la partie reco, on s'imagine que les drones, vu l'environnement opérationnel qui va être sans doute plus létal, ça pourrait être pas une mauvaise idée de droniser une bonne partie, alors il y a aussi des histoires de marsupialisation, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un hélicoptère un peu plus lourd qui envoie lui-même des drones vers l'avant si la bulle de létalité, voilà, pour rester en dehors de la bulle d'hyperlétalité. Pour l'instant, il y a beaucoup de questions en fait dans les gens qui font du design sur l'hélicoptère du futur et peu de réponses qu'on se demande. Effectivement, il y a 3 types de questions. Il y a pour quel type de mission en fait ça serait intéressant de mettre les drones. L'autre question, c'est de savoir est-ce que finalement ça serait pas intéressant d'avoir une plateforme qui soit dronisable, c'est-à-dire qu'on puisse toute la plateforme puisse être ou habitée ou pas habitée en fait, réversible. C'est souvent une demande des appels d'offres
en cours. Et ensuite, c'est la question quel drone on peut mettre autour de l'hélicoptère, à l'instar du SCAF par exemple, et comment ça peut l'aider, et comment ne pas surcharger le pilote pour qu'il n'ait pas une surcharge cognitive qui est déjà très importante sur un hélicoptère. Et sur la partie manœuvre, est-ce qu'on en parle un peu? Alors évidemment, on se doute que pour transporter du personnel, on aurait du mal à monter dans un hélicoptère sans pilote si on met du personnel humain. Mais en revanche, il y a aussi des dimensions logistiques, c'est-à-dire transport de charges, pièces de rechange, munitions, etc. La marine aussi a quand même pas mal de cinématiques sur un groupe aéronaval ou un groupe naval d'une manière générale pour pouvoir faire du transbordement d'un navire à l'autre. Et là, de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a aussi des interrogations, on va dire, sur une possible dronisation de certains aspects de la fonction manœuvre logistique? On en entend beaucoup moins parler, en tout cas. On est sur la catégorie des HMA, et sur la partie manœuvre et assaut, ça paraît assez compliqué quand même. Sur la partie transport, en revanche, oui, mais du coup, c'est pas tout à fait le même type de plateforme. Mais effectivement, ça pourrait être une fonction intéressante. Ouais, en fait, celui dont on est à peu près assuré qu'il survivra, c'est ce segment médian, quoi, quand il s'agit de déplacer des personnels. Oui, parce que ça reste un couteau suisse. Vous pouvez faire de l'appui-feu, comme le font les Ukrainiens avec. Vous pouvez transporter, alors pas une section, mais quand même un nombre d'hommes considérable. Vous pouvez faire du MEDEVAC, parce que c'est une fonction importante. Vous pouvez aussi vous en servir comme poste de commandement déporté. En fait, ça reste, la gamme médiane, ça reste, elle est médiane, elle peut faire un peu tout en fait, quoi. Donc celle-là, elle restera très probablement habitée. En revanche, on peut envisager que pour le transport plus lourd, mais plus loin de la ligne de front, ça se fasse éventuellement en dronisable. Et que pour tout ce qui est, en revanche, attaque directement derrière les lignes ennemies, ça aussi se soit dronisé pour des raisons de réduire les pertes humaines, quoi. Oui, après, il faut faire attention parce qu'on est tous focalisés sur la haute intensité, comme on a tous été focalisés sur la contre-insurrection. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on passe de l'un à l'autre en permanence et qu'on continue à mener en fait, des opérations contre-insurrectionnelles, disons. Et basculer toute notre flotte d'hélicos en mode haute intensité, comme on l'a fait finalement pour notre flotte terrestre, de véhicules terrestres en contre-insurrection, je pense que c'est tout aussi dangereux parce que demain ou après-demain, on sera amené, je pense, à mener des opérations telles qu'on les a menées contre-insurrectionnelles, contre un ennemi moins durci que ce qu'on voit actuellement en Ukraine. Et dans ce cas-là, l'hélicoptère reconnaissance et attaque habité en soutien de troupes au sol dans la manœuvre aéroterrestre garde, à mon avis, toute sa pertinence. Donc il ne faut pas basculer sans cesse d'un modèle à l'autre. Et le modèle médian n'est pas non plus satisfaisant parce que du coup vous faites un mauvais compromis. Mais il y a vraiment un équilibre à trouver. Je pense qu'en France, on le cherche en fait sans cesse. Et les États-Unis, par contre, ont tendance à basculer vraiment brutalement d'un modèle à l'autre, mais ils ont un tel volume de force et de moyens qu'en fait, même quand ils oublient complètement une partie, ils la retrouvent quand même assez vite parce qu'il y a toujours 4 régiments qui traînaient et qui ont toujours fait que ça dans leur vie. Pour nous, c'est inenvisageable, quoi. Donc en France, il faut vraiment être très prudent à la façon dont on réfléchit à notre modèle capacitaire. Que sur les modèles sur lesquels on raisonne aujourd'hui, le modèle d'hélicoptère, c'est à 20 ans, voire à 30 ans. Dans 30 ans, est-ce que vraiment ce sera la Troisième Guerre mondiale en Europe ou est-ce qu'on va retourner faire des choses en Afrique ou du côté de l'Asie-Pacifique ? Voilà, c'est vraiment pour ça qu'il faut poser les questions stratégiques avant les questions capacitaires. Merci beaucoup Isabelle Dufour, c'est une très bonne conclusion. Merci Elie. Merci. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify ou sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup à diffuser le podcast, en plus d'avoir des retours et des conversations intéressantes. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.